Salut tout le monde. C'est le meilleur début d'émission. C'est où la droite? Alors, attention. 1, 2, 3. Ça dépend où t'es placé. Après. Ça dépend à quelle droite, mais moi je dis c'est là. Et toi tu dis c'est là. Oui, tu irais par là. Bon, Chacun se décaler d'un côté et qu'il y en a un des deux qui aura forcément raison. Oui, on a à votre gauche, tu vois. Logique, votre gauche. Exactement. Décale-toi, mais il veut pas se mettre au coin. En fait. Je suis trop loin là. Mais non, t'es pas loin, regarde. Hop. Trop loin des viewers. Après, il va être près de vous, et voilà, on sait plus. Oui, bon, on a la caméra bizarre aujourd'hui, c'est comme ça. Tout est bizarre, d'ailleurs, mais bon. Vous inquiétez pas, c'est le thème de l'émission. Ouais, c'est ça. Et en plus, de bizarritude. C'est vrai de bizarritude. Bizarritude, j'invente des mots, moi, comme ça. Très bien. Bienvenue dans le monde de la bizarritude. C'est Café Série numéro 41, avec la meilleure intro de l'histoire de toutes les émissions, tous les podcasts, je pense. Oui, on est pas mal. Bon, écoutez, c'est pas grave quand même, on va vous parler sérieusement de séries parce qu'on a regardé des choses intéressantes et on voulait partager ça avec vous. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On est passé par toutes les sortes de séries. On vous a préparé un petit top 3 avec les séries de la rentrée, fin été et septembre, et un zoom sur une série plutôt style Halloween. Ouais, la série du moment. La série du moment, Hill House, Bly Manor, la saison 2. Sans spoiler. Ouais. T'as pas fini? Non, j'ai pas fini. Moi non plus. Vous avez vu? Voilà, pas de spoiler, c'est clair. Ou alors on fera pas exprès. Oui. Ça, c'est alors on est très fort. Ça c'est possible aussi. Bref, il y a pas mal de séries et on a même quelques news. Pas beaucoup, mais quand même. Alors on commence avec l'espresso. Bon, ça buzz en ce moment. L'arrivée de Salto. Oui. Il était temps. On s'en fiche, mais il faut quand même se renseigner un petit peu. Qu'est-ce que c'est cette histoire de Salto? C'est un truc qu'on attendait depuis très longtemps. Ça fait plus d'1 an qu'on en parle. Ah, même plus. Ça fait hyper longtemps. Ça fait hyper longtemps qu'ils ont ce projet, en tête. Ça fait ultra longtemps qu'on en parle et ça y est, c'est lancé. Enfin, ça va être lancé mardi 20 octobre et ça va être disponible. Alors, il y a des gens qui ont déjà eu des bêtas. Ouais. Donc, on a vu des images, on a vu un petit peu. Il y a des trailers, des bandes annonces, de démonstrations de comment ça. Oui, c'est ça. À quoi ça ressemble. Un peu accès en avance. Voilà, on a vu des captures d'écran. Voilà. Bon, Salto, c'est quoi? C'est une plateforme de streaming déjà. Qui est, on disait, pour concurrencer Netflix un petit peu. Même principe, sauf que Salto, c'est français, 100% français, puisque c'est une alliance entre TF1, France Télévisions et le groupe M6. Et à la base, c'est censé proposer le meilleur de ce qu'il y a à la télé française. En fait, c'est plus vraiment tout à fait ça. C'est pas une programmation 100% série française. Je pense que ça aurait fait fuir les gens, en fait. Oui. C'est une très mauvaise idée de partir sur ça. Ils sont plutôt partis sur les produits phares, les séries phares des chaînes françaises, plus des anciennes séries en intégralité et des séries américaines, britanniques non diffusées sur les chaînes qui peuvent être visibles sur cette plateforme Salto. Salto, ça a un peu c'est une double plateforme. C'est à la fois une plateforme pour regarder la télé, parce qu'en fait, on peut passer par l'appli pour regarder la télé comme Molotov, en fait. Et c'est aussi une plateforme de streaming et de replay. Donc, ça va tout intégrer dans son catalogue. Du coup, ils annoncent 10 000 heures de programme. Ça pourrait même monter jusqu'à 15 000 pour l'instant. Effectivement, si on met tout bout à bout, ça fait énormément de choses. Oui. Après, vous voir ce qu'il y a dedans aussi, c'est ce qu'il faut faire. Oui, ça dépend le contenu après. Déjà, en fait, ça m'a permis de savoir aussi qui possède les droits de telle ou telle série. C'est ça. Parce que la chose, on ne savait pas. Par exemple, il y a la saison 4 de la série Fargo. Ouais. On ne savait pas où était diffusée parce que les 3 premières saisons étaient diffusées sur Netflix. On sait que le deal s'est terminé avec la chaîne FX, je crois, qui diffusait ça aux États-Unis. Donc, impossible de savoir qui allait la voir. C'était un peu le grand flou, la série a déjà commencé. Et finalement, on a appris donc que c'était Salto qui allait récupérer l'exclu de ces droits-là. Alors, je crois que la série a été diffusée sur France 2, mais dans la case maudite, là, celle de 23h ou minuit, le vendredi soir, là. Mais peut-être qu'ils avaient besoin un petit peu d'avoir quelque chose qui puisse un peu capturer le public, en fait. Oui, c'est ça. J'avoue que moi, j'étais un peu deg, parce que j'ai quand même suivi la série sur Netflix. Savoir que je vais devoir reprendre un abonnement pour regarder une saison, c'est ça. J'étais un peu dégoûté. Et puis ils ont l'exclusivité, ils l'auront en US plus 24. Ouais, donc 24, bon voilà, ils font
Donc, il n'y a pas que des séries qui traînent dans les tiroirs, comme vous dites. Il y en a effectivement. Il y en a un paquet de séries qui traînent dans les tiroirs, des choses. Mais il y a quand même certaines choses en exclusivité pour attirer un petit peu les gens. Il y a aussi des séries françaises en exclusivité. Donc, la première série produit d'appel qui va être lancée, c'est Ils étaient 10. C'est l'adaptation française des 10 petits nègres d'Agatha Christie. Il y a quelque temps, on avait vu l'adaptation britannique. Oui. Ici, cette série-là va être mise en avant parce qu'elle a été présentée à Cannes Série cette semaine et voilà, elle sera visible en exclusivité sur la plateforme avant de passer plus tard sur une chaîne RTN, mais on ne sait pas encore quand. Donc voilà, et en fait, ils vont faire un truc, c'est que les épisodes, pour certaines séries françaises, je vais vous faire peur, mais par exemple, Capitaine Marlowe, ils vont passer l'épisode une semaine avant la diffusion sur c'est quoi la chaîne de Marlowe, je sais plus laquelle chaîne. France 3. Quelle chaîne? France Télévisions, en tout cas, oui, je crois. Ouais, ils vont passer une semaine avant. Les téléfilms un peu prestige qui vont diffuser. Là, il y a, comment il s'appelle? T'en fais pas, je suis là, avec Samuel Le Bihan. Il est prévu fin octobre, il va être disponible sur la plateforme Salto avant. Donc en gros, c'est voilà, il faut avoir un temps d'avance sur la télé, toujours être. C'est ce que fait un peu Canal+ en ce moment là, ils diffusent pas mal de choses avant que ça passe à leur antenne. Ouais. Ou quand ils diffusent une série américaine, tu as déjà par exemple leur série à eux, tu peux trouver l'intégrale déjà par exemple sur MyCanal par exemple. D'accord. Oui, c'est vrai, ils font ça. Ouais. Et Canal+ fait pas partie du deal, en fait. Non, pas du tout. Ne fait pas partie de la plateforme Salto. Donc voilà, il y a la possibilité de voir des séries en avance. Mais ces séries, on sait quand même qu'elles vont être diffusées à un moment donné sur les autres chaînes classiques. Et puis après, ils ont mis des intégrales de séries cultes. Alors, il y a Malcolm, Desperate Housewives, Downton Abbey, Parks and Recs. Voilà, il y a quand même des choses à voir. Parks and Rec, je l'attendais, moi. Je savais pas qui avait les droits parce que ça a été diffusé sur Canal+. Oui. Et je pensais que c'était toujours eux qui avaient les droits et la série était disponible nulle part. Ils ont cédé, les droits sont terminés et c'est Salto qui a repris. Donc on parle prix quand même, c'est ce qui est intéressant. Alors le premier prix d'appel c'est 6,99 pour un écran. En fait, pour regarder le Salto, on peut regarder sur site internet, sur appli, sur Apple TV. Il y a une appli Apple TV, il y a une appli Android TV. J'oublie quelque chose ou pas? Non, je crois pas. Il y a quand même pas mal de possibilités pour regarder ça. Ouais. Donc 6,99, bon, c'est pas trop cher. Le duo, c'est-à-dire possibilité d'avoir 2 écrans simultanés, c'est 9,99. Et ensuite, il y a comme partout, il y a un pack 4 personnes, ça s'appelle le pack Tribu. C'est 12,99. Ouais. Voilà, bon après, c'est comme toujours, c'est un peu les tarifs que tu as ailleurs. Ouais. Mais j'espère, moi j'avoue que pour quelque chose qui est en partie financé par l'entre-devances, j'étais quand même un peu deg que ça soit le même prix qu'un Amazon par exemple. À 4K, je sais pas, HD forcément. HD sûrement, 4K c'est une bonne question. J'ai pas vu ça, j'ai pas l'info. Il y a un mois d'essai gratuit. Ouais. Voilà, donc voilà, si vous voulez voir la saison 3 de Fargo. Pour voir Fargo, par exemple, en un mois, c'est faisable. C'est sûrement ce que je vais faire également. Je vais prendre un mois gratuit juste pour voir Fargo et au revoir. C'est-à-dire, là, les mois d'hiver, ça peut être sympa. Ouais, mais je trouve que tu fais très vite le tour, sauf si tu as envie de voir Captain Marlowe ou quelque chose comme ça. Non, j'ai pas envie de voir Captain Marlowe. Tu vas voir Fargo, tu vas voir certaines séries cultes que tu as pas revues. Après, Malcolm, il est aussi sur Amazon. Hein. C'est vrai qu'à Malcolm, il y a Desperate Housewives et Downton Abbey qui sont sur Amazon, par exemple. Voilà. Donc à voir. Moi, ils auraient peut-être pu faire une offre gratuite, mais avec de la publicité, peut-être. Tu vois. Du coup, ça serait plus la télé. Enfin, c'est aussi pour plus être de la télé que t'enlèves la pub. Je sais que Hulu, aux États-Unis, ils avaient, je sais pas s'ils ont toujours, mais à un moment, ils avaient fait l'offre de base qui était comme ça. C'était financé en fait par la publicité. Donc bon, évidemment, si tu vis aux États-Unis, tu avais 4 coupures pub dans ton épisode. Oui, mais c'est ça. Mais tu avais quand même le moyen de voir gratuitement certains trucs. Enfin, moi, j'espère par rapport au fait que ça soit en HD 4K ou que la qualité d'image, en tout cas, sera au rendez-vous parce que le replay de TF1 et de M6, la qualité est dégueulasse. C'est immonde. Franchement, c'est une catastrophe, ça. Autant France Télé avec Plus, ils ont de la bonne qualité de replay et il y a pas trop de en plus, il n'y a pas de coupure et tout ça, mais c'est insupportable le TF1 replay. Enfin, vraiment, c'est... Bon, voilà, il y a...
Bon, à tester. Bon, on n'a pas encore testé. Pour l'instant, on n'a pas d'accès. Donc, faut voir. On prendra peut-être un mois gratuit pendant les mois d'hiver. Ouais, peut-être. Moi, je pense que pour Fargo, moi, je vais prendre souvent un mois gratuit. Ouais. Donc, voilà. Donc, salto.fr pour si vous voulez voir tous les détails, etc. Si ça vous intéresse. N'hésitez pas. Autre news, la news qui nous est arrivée comme ça, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le retour de Dexter. J'ai pas compris ça. Le retour de Dexter. Ça fait quand même 7 ans que c'est fini la série Dexter. Ça passe vite, hein. Ouais, ça passe vite. Hein. Ça passe vite. Voilà, Michael C. Hall, il a retrouvé d'autres rôles. Et puis là, on nous annonce comme ça que Dexter va revenir sur Showtime. Ça, c'est le tweet qui a annoncé le... Surprise, motherfucker. J'adore cette phrase. Le tweet qui a annoncé le retour de la série. Alors, on sait pas trop comment le prendre, cette histoire. Ça va être une série limitée de 10 épisodes. Bon, point positif, Michael C. Hall reprendra le rôle de Dexter. Clyde Phillips, le showrunner, sera toujours aux commandes. Ça, c'est le point positif. Point négatif, on comprend pas trop en fait d'où ça sort. Alors, ils en avaient parlé un peu, mais non, mais je sais pas qui a demandé. Je sais pas qui a demandé ça. Est-ce qu'il y a vraiment... Je sais pas. Moi, Dexter, ça représente un petit peu, je vais dire l'ancienne époque, mais un peu la phase précédente des séries télé, enfin, de l'époque des séries télé. Ben oui. Entre-temps, tout a évolué, il y a toutes les plateformes de streaming qui sont arrivées, tout le prestige est arrivé, il y a plus d'argent, il y a tellement de trucs à voir. Ouais. Je sais pas qui est nostalgique de Dexter. Après, qui va regarder? Moi, je te dis, moi, tout de suite, hein. Obligé. Ouais, mais est-ce que je vais aimer? Je peux pas te dire. Ah, oui, effectivement. Peut-être que regarder, c'est sûr, je vais regarder, mais... parfois, il y a des choses qui se passent, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi Ils ont eu le financement. Peut-être j'espère qu'ils ont une idée en 7 ans, parce que les dernières saisons ont quand même manqué un peu d'idées. Alors, on est tous d'accord, la dernière saison manquait d'idées. La fin a été hyper controversée. Alors, du coup, ils s'en sortent bien parce que ça permet de faire une suite. Parce qu'on va le voir couper du bois pendant 10 épisodes. C'est ça. C'est le remake de La Petite Maison dans la Prairie. Mais voilà, c'est Dexter Ingalls. Mais... Donc non, mais il y a moyen de le ramener, mais est-ce qu'on a envie de le voir? Est-ce que ça va être intéressant? Après, je sais pas ce que fait Michael C. Hall en ce moment. Peut-être que lui aussi, il a envie de... Ça sent généralement, ce genre de truc, ça fait une mini-série. Et puis si ça marche, tu penses qu'ils peuvent commander un truc. Mais regarde, X-Files, ils n'ont pas refait. Hein. X-Files, ils n'ont pas refait. Prison Break, ils n'ont pas refait. Ah, si, il y a une saison après. C'est Prison Break, ils vont refaire, non? Ils vont refaire. Pareil, je sais pas qui a demandé la suite de Prison Break. Ah, la fin prévue par l'auteur n'est pas celle qui a été réalisée. Ah, ok, ouais, peut-être c'est ça, mais en même temps, il y a des choses qui peuvent pas changer non plus. Ah oui, il y a certaines choses. Il y a aussi ça. Voilà. Bon, je suis curieuse, mais franchement, j'avoue que j'en attendais pas, non. Vraiment non. C'est bizarre. Ouais, c'était les 2 news de la semaine. Il y a pas. Non, pareil avec le Covid et la pandémie, les tournages sont compliqués. Écoute, il y a quand même des news qui sont tombées là hier pour dire que les networks annonçaient leur grille de rentrée en novembre en fait, mi-novembre. C'est pour le mois prochain, donc on a un peu le temps de voir venir. Ils commencent à sortir des infos quoi. Mais bon, c'est géré par rapport au confinement américain et tout ça, ça va être très compliqué. Hein. Il y a des séries qui ont été annulées aussi à cause du Covid, il n'y aura pas de suite. Je pense à Glow notamment. Ah oui, Glow, oui. Qui a été... Mais c'est même pas annulé, elle devait continuer. Dérenouvelé. Je sais on peut dire ça. Ça peut pas exister ça, mais non, c'est ça. Mais c'était ça, ouais. Ouais. Ah ouais. Bon, après, voilà, c'est mondial, c'est comme ça. Voilà, en attendant, on va se consoler avec les séries de la rentrée parce qu'il y en a quand même quelques-unes de sympas. Donc c'est notre top 3 rentrée. J'ai pas appuyé assez fort sur le bouton, je crois. Écoute, c'est pas grave, c'est l'émission, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est direct. C'est tout en direct. Alors, on va vous parler de La Flamme. Normalement, il y a une super animation qui devrait venir tellement ça va avec le truc. Oui, c'est vrai. Vous avez pas pu y échapper, je pense. Il y a des affiches absolument partout. Dingue la promo. C'est fou. Complètement dingue, il y en a partout. Il y a eu des bandes-annonces, il y a eu des campagnes d'affichage sur les bus, il y a eu des fausses pubs. Qui étaient géniales d'ailleurs. Ouais, c'était marrant, ça. Qui étaient super bien. Donc, La Flamme, c'est quoi? C'est une série avec Jonathan Cohen qui, en fait, crée et joue dans cette série qui est une parodie de télé-réalité, plus précisément du Bachelor, qui s'inspire d'un format américain qui s'appelle Burning Love. Alors peut-être vous aviez entendu parler de ça parce que c'était quand même produit par Ben Stiller. Ouais, c'était diffusé sur le canal également. Et moi j'ai pas vu, mais il y avait, alors sur la version américaine, il y avait non seulement un casting intéressant, mais en plus il y avait des guests de dingue. Ah oui. Style... Des dingues.
style des grosses superstars. Pour pas vous gâcher le truc, voilà, si vous voulez découvrir. Et donc, la version française, écoute, ils ont quand même vachement dévié de la série d'origine, mais en même temps, ils n'ont pas démérité parce qu'ils ont fait ça à la française. Oui. Dans le bon sens du terme, oui, j'entends. Avec un casting 5 étoiles. Donc, c'est plutôt cool. Donc, l'idée, c'est une émission, comme le Bachelor, dans laquelle on va suivre donc, le fameux Marc, 36 ans, qui est interprété par Jonathan Cohen, ici, qui va chercher l'amour, la flamme, auprès de 13 prétendantes. Et donc, l'idée, c'est... Comme dans un épisode de télé-réalité, chaque semaine, dans chaque épisode, en fait, il va devoir éliminer une des prétendantes, sachant qu'en fait, parmi les 13 prétendantes, donc déjà, vous voyez, par rapport à la photo, qu'il y a un peu de tout. En gros, c'est chaque prétendante n'a absolument rien pour gagner, sauf une, qui d'emblée pourrait être celle... Il y a une normale. Il y en a une. Non, c'est à peu près ça. Il y en a une qui correspond au standard de la reality TV. Et en fait, lui, il peut pas la blairer. Non, il la déteste. Bon, faut dire que lui, il est quand même assez gratiné. C'est quand même c'est un gros con, on peut dire quand même. C'est un gros bof, un gros con. Oui. C'est vraiment un gros bof. J'ai eu du mal avec son personnage au début, mais au bout de quelques épisodes, il y a une alchimie qui se crée et tu rigoles de sa connerie parce qu'il est vraiment très con. Il est quand même très très con. Marc, pilote de ligne, derrière, qui cherche un nom à chaque fois pour donner le ticket. Qui va évaluer sur Marc Airlines. Marc Airlines. C'est énorme. Ça, c'est tellement con. et ça fonctionne. Moi, je trouve que ça fonctionne complètement. Ils ont réussi ils ont gardé... Alors, si j'ai bien compris, parce que j'ai vu des bouts d'épisodes de la série originale, mais c'est les mêmes personnages, mêmes archétypes de personnages de la série originale, mais comme tu dis, ils ont réadapté à la française. Ouais. Et j'avoue que j'étais pas trop chaud au départ, parce que je me suis dit... encore un remake, encore une adaptation, qu'est-ce qu'ils vont raconter? Même si j'aime bien, j'avais vu la série Serge le Mito de Jonathan Cohen, qui était très très drôle sur Canal+. Moi j'ai vu Family Business un petit peu, mais je ne mets pas trop non plus. Donc, Mais j'avoue, j'ai vu cette image et j'ai vu Florence Foresti en aveugle qui regarde de l'autre côté, et ça m'a fait hurler de rire. Et j'ai eu envie de voir en fait la série. Ah, juste à cause de ça. C'est un gag à la con en fait, mais ça me fait rire en fait. Si voilà, j'avais pas vu ça à la droite. Bah oui, il y a mais oui. Châtellerault. Mais j'avais pas vu. Ouais, oui, effectivement, c'est. Bon, on sent que c'est gratiné. C'est gratiné. Il y a beaucoup. Ça, c'est la version américaine, regarde. D'ailleurs. Oui, c'est ça. J'ai mis la version américaine. Tu vois, c'est pas la même tête. Et en fait, ils ont gardé les mêmes choses, mais par contre, certains, comme il y a une candidate éliminée à chaque épisode, dans la version américaine, c'est pas forcément les mêmes. Donc du coup, si vous avez aussi vu la série américaine, c'est pas grave, vous allez... En fait, c'est ça, ils ont vraiment réadapté à leur sauce, c'est ça, ouais. Mais en fait, honnêtement, moi, je pensais que j'allais détester. Parce que je me suis dit, ça va être un truc de parodie, naze, comme il peut y avoir... en tout cas, qui me plaît pas à moi. Et puis, je me suis rendu compte qu'au bout de 3 épisodes, j'avais envie de savoir qui c'est qui allait virer. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, ils m'ont pris dans le truc, quoi. T'es pris dedans en direct. Tu commences à regarder la série pour la façon... Parce que c'est hyper bien fait. Le visuel, les animations, la voix off, le présentateur Vincent De Dienne, qui est génial. Le psy, tout. Il y a absolument... Oui, le psy, Pierre Ninet aussi. La baraque aussi, c'est vraiment la baraque de télé-réalité. Les escapades, là, les sorties, enfin, il y a tout. C'est tellement bien fait, on dirait vraiment un vrai truc, et c'est à prendre au 10 millième degré, oui. hein. Et voilà, et au départ, on regarde ça, on se dit, oh, c'est bien fait, ça, c'est ça, comment ils ont fait ça, etc. Les débriefings, les trucs. Et puis après, tu restes parce que tu as envie de savoir ce qui va se passer, quoi. Parce que tu rigoles. Mais oui, et puis tu rigoles. Alors, tout m'a pas fait rire. Non. J'avoue que les blagues qui pété, moi, ça me fait pas rire. Mais après, ça peut faire rire des gens aussi. Enfin, je veux dire, mais moi, il y a d'autres trucs qui m'ont fait rire qui feront certainement pas rire d'autres personnes non plus. Non, mais il y a tellement de vannes, en fait, c'est qu'il y a... Suivant la personne, il y en a qui passent et d'autres qui s'écrasent. Mais en fait... Ça enchaîne, ça enchaîne. À mon avis, il y a des trucs derrière qu'on n'a même pas capté, sûrement, je pense. C'est certain. Il y a des trucs qui sont passés un peu à côté, mais c'est très généreux dans la vanne. Ouais. Je pense qu'ils se sont bien marrés à le tourner. Ça se sent. T'as tellement d'actrices célèbres aussi dans des rôles complètement à contre-emploi. Oui, c'est ça. Mais complètement. Les plus grandes actrices de cinéma. Leia Bekti aussi, j'aime beaucoup. Ah, Leila Bekti, c'est elle qui est derrière.
Elle est derrière. Bah oui, forcément. C'est elle, et il y a eu une déferlante de tweets ultra positifs par rapport à son interprétation d'Alexandra. Et elle-même, elle a répondu qu'elle était hyper contente et tout ça, des réactions positives. Mais c'est vrai qu'elle est absolument géniale. C'est quand même taré. Voilà, c'est la psychopathe. Ouais, Géraldine Nakache, je ne sais plus, Adèle, il faut que je lise, Exarchopoulos. Ouais, Exarchopoulos. Voilà, Florence Foresti. Florence Foresti, il y a de 10% Noémie, je sais plus quoi. Comment ça s'appelle ? Mais oui. Noémie, c'est dans 10%, c'est son personnage. Ah, pardon. Mais enfin, bref, il y a un super cast et c'est hyper amusant. C'est sur Canal+, c'est c'est le lundi. Ouais, lundi. Lundi soir sur Canal+, il y a 3 épisodes à la fois. Ouais. Et ça dure une trentaine de minutes, format sitcom. Ça se regarde très très vite. Hein. Honnêtement, c'est vraiment du fun. Donc, on vous conseille vraiment. Moins fun, du coup. Ah non, là on part complètement à l'opposé. On va parler de la série The Third Day. Donc c'est une série OCS. À la base, c'est une mini-série d'ailleurs, c'est pas une série, 4 saisons. C'est une coprode anglo-américaine entre HBO et Sky. Hein. HBO qui fait de plus en plus de coprodes avec les Anglais ces derniers temps. Hein. Et donc c'est une série qui a été créée par Dennis Kenny. Donc vous avez peut-être vu une de ces séries, c'est la série Utopia. La série anglaise. Donc voilà, c'est une série qui est vraiment psychopathe. Ouais, c'est ça, c'est avec des psychopathes, beaucoup de paranoïa et aussi vraiment une esthétique très très forte. Contre, oui, incroyable. Et il a co-créé la série avec un qui s'appelle Félix Barrett, que je connaissais pas, mais qui est à la tête d'une compagnie de théâtre expérimental. Je reviendrai là-dessus sur ces 2 cas-là après. Donc de quoi que ça cause. Donc on va suivre le personnage de Sam, qui est incarné par Jude Law. Donc c'est quelqu'un au passé assez complexe, très douloureux, on sent quand même qu'il porte une très très forte peine en lui. Et en fait, Sam, il va sauver une jeune fille, qui est dans la forêt, je ne dis pas pourquoi, vous le verrez bien, mais il va se retrouver à devoir sauver une jeune fille qui essaie de se pendre, et il va essayer de la ramener ensuite chez elle. Sauf que chez elle, c'est sur une île ou une presqu'île qui s'appelle Aussi, et en fait, le seul moyen d'accéder à cette île, c'est une île au large de l'Angleterre, en fait, située donc au Royaume-Uni, et le seul moyen d'accéder à cette île, c'est pas une route qui est accessible seulement 2 fois par jour au moment où la marée est basse. Donc si tu prends pas la route au bon moment, tu es coincé sur cette île. Donc il va la ramener sur l'île, il va rencontrer des gens là-bas. Les gens, à première vue, sont très affables, très gentils. Mais ils te racontent qu'ils vivent sur une sorte de paradis, qu'ici il n'y a pas de crime et tout ça par rapport au reste du monde. Sauf que Sam va se retrouver coincé là-bas, il va rater la marée, il va devoir passer une nuit là-bas. Et il va se rendre compte qu'il se passe des choses un petit peu bizarres sur cette île, où tu sens qu'il y a quelques références un peu à des rites païens. Par exemple, ils ont quelques divinités anciennes, tu sens ça sent le sacrifice, ça, quand même. Ça sent un peu le sacrifice, tout ça, c'est fortement inspiré. Ils ont plus des têtes de... Je sais pas si tu avais vu le film Wicker Man, c'est un film des années 70 avec Christopher Lee. C'est l'histoire d'un enquêteur qui débarque sur une île pour enquêter sur une disparition, et pareil, il y a des rituels païens, et ça pue le sacrifice derrière. Donc, grosso modo, c'est inspiré de ça. Donc évidemment, il passe une nuit là-bas, et il va comprendre que l'atmosphère est quand même très anxiogène, c'est moins qu'on puisse dire, c'est très anxiogène. Donc je disais, c'était créé par Dennis Kenny, donc on retrouve à peu près les mêmes qualités qu'il y a dans l'Utopia. Donc l'ambiance, on est vraiment dans le fantastique, dans le sens où tu sens qu'il y a des trucs chelous qui se passent sur l'île, mais tu sais pas trop au départ si c'est dans la tête du personnage, si c'est la réalité. Parce qu'il y a des hallucinations, comme lui il a un passé comme assez chargé, tu te dis bon, il est au bout du rouleau, il en peut plus, quoi. Il en peut plus, il voit des choses. Mais des fois, tu vois des trucs et tu te dis, attends, mais t'es pas en train de les voir, en fait. Il se passe vraiment des trucs vraiment là, vraiment quand on voit bizarres. l'image, là, c'est vraiment... Ils ont un festival de musique, en fait, tous les ans. Mais c'est un festival pour célébrer les anciennes divinités de l'île. Donc ça a l'air mignon, tu sais. Ils ont tous l'air hyper gentils. Il y en a qui portent des masques qui ressemblent à des anciens dieux, tu vois. Tu dis, bon, c'est sympathique, tu vois, tout ça. C'est bonne ambiance et tout. Ils n'ont pas vu Buffy, je pense. Ils devraient savoir que... Mais voilà, donc ambiance fantastique, ambiance angoissante, terreur, vraiment c'est la terreur sous-jacente où voilà, t'es vraiment dans la paranoïa, tu sais pas trop au départ, tu te dis sans doute sympa, mais finalement tu te dis tout le monde cache un truc, du coup tu fais plus confiance, le personnage de Sam ne fait plus confiance à personne, et t'es pris dans une spirale, c'est une espèce d'île d'où tu ne ressors pas, la série, c'est un peu comme la série en elle-même en fait, t'es pris dans le piège, et tu sais pas trop comment t'en sortir de ça. L'ambiance est très lourde. À la fois lourde esthétiquement, j'ai dit Utopia était très fort esthétique, là il y a un mélange, je sais pas si on le voit sur cette image, je sais pas trop vraiment
comment l'illustrer. Mais grosso modo, l'image est très saturée. Et c'est un mélange entre couleur et noir et blanc. Par exemple, tu vas être dans un champ. Tu vas avoir le champ qui va être, on va dire, la couleur du champ, ça soit jaune ou vert. Et le ciel va être gris, en fait. Et toute l'imagerie de la série est un peu entre les deux, comme ça. Le ciel et l'eau, là, on voit pas la différence. Non, tu vois pas la différence. Et du coup, ça crée une ambiance. Oui, c'est parfait pour Halloween, Nico. Oui. Ça crée une ambiance très particulière, très anxiogène. Et c'est vraiment la série un peu de l'angoisse. Ouais. Il y a également un gros travail sur le son. L'ambiance sonore, pareil, comme tu es dans une atmosphère de paranoïa. Ils ont vraiment travaillé à la fois l'image et à la fois le son. Il entend des trucs dans la forêt, par exemple. Ça peut être des voix ou ça peut être des chansons. C'est très... Ils ont vraiment beaucoup bossé là-dessus. Alors, j'avais dit tout à l'heure que l'un des co-créateurs de la série avait bossé dans une compagnie de théâtre expérimental. Alors, il faut savoir que la série, en fait, est divisée en 3 grandes parties, qui sont l'été, l'automne et l'hiver. Et en fait, la partie centrale, donc l'automne, c'est un épisode spécial qui dure, alors accrochez-vous, qui dure 12 heures. 12, comme le chiffre 12. Mais 12 heures. 12 heures à la suite À la suite. Et qui a été filmé dans les conditions du direct. Donc, c'est un plan séquence de 12 heures. C'est possible, ça? Ouais, c'est possible, parce qu'en fait, dans le théâtre expérimental, ils font des pièces de théâtre de 7 heures ou de 8 heures, en fait. Du coup, ils ont transposé ça à la télévision. Où tu, en fait, t'es dans l'île, tu suis l'île. Alors, j'ai pas tout vu, hein, parce que 12 heures, c'est une saison de série, quand même. Mais oui, c'est ça, en fait. J'ai pas eu le temps de tout voir encore. Donc, j'ai vu le début. Alors, évidemment, 12 heures, c'est long, hein. Tu suis, par exemple, les 20 premières minutes. Tu parcours le chemin, en fait, qui arrive à l'île. Mais du coup, en fait, moi j'ai été happé par ça, en fait, parce que t'es dedans. Le but... C'est comme une caméra subjective, en fait. Exactement, tu te balades dans l'île. Ah ouais, c'est incroyable, ce truc. C'est incroyable. Tu vois les habitants, et puis bien sûr, après, t'as Jude Law qui arrive et tout ça, mais lui, ils ont dû jouer. Alors, tu le vois pas 12 heures à l'écran. Parce qu'après, je me suis baladé, tu le vois pas au début, t'as des moments où tu le vois pas. Mais ils sont restés 12 heures sur le plateau, quoi. Oui, ils sont restés 12 heures, ouais. C'est filmé dans le direct, et lui, pareil, il fait des trucs de ouf dedans, très physique. Et c'est dans conditions du direct, c'est-à-dire que s'il se chie, faut tout refaire depuis le début, en fait. Oula, et ça renforce justement cette atmosphère vraiment malaisante, en fait. D'accord. T'es piégé dedans. Et ça, c'est que l'automne, donc les autres, ils ont... Les autres, c'est du normal 50, 1 heure max, tu vois. D'accord. C'est divisé en deux. Alors, si vous regardez la série sur MyCanal, vous n'allez pas trouver cet épisode-là. Ou sur SF, vous n'allez pas trouver cet épisode-là. Il faut aller sur le Facebook d'OCS. En fait, l'épisode est divisé en 2 vidéos. Une vidéo de 5h30 et une vidéo de 6h30, en fait. Ok. Bon, je t'avoue, moi j'ai fait ça, je préparais l'émission en même temps, tu vois, en regardant le truc, parce que tu peux pas tout voir. Même si j'aurais même faire un trip, genre un dimanche après-midi et passer 6 heures devant, être happé. J'avoue que moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, ok, ça c'est ouf ». J'avais immédiatement eu envie de voir la série. Ah ouais, après, il faut être réceptif au délire un peu expérimental. Je sais pas si je serais réceptif, en fait, c'est trop long. Alors, c'est très long, mais il y a un côté où tu te fais happer dedans. Quand tu vois la série, en fait, tu te fais vraiment happer par cette île. Et je pense qu'ils ont essayé de renforcer un peu ce sentiment-là. Tu peux pas t'échapper. Non, tu vas pas t'échapper du truc. Waouh. C'est assez ouf. Voilà, bon, la série m'a énormément plu, hein, j'en parle comme ça, mais la série vraiment énormément plu. Le casting est top, donc j'ai parlé de Jude Law, mais il y a également ces deux-là qui sont très bons. Emily Watson et Paddy Considine. Ah oui. Qui sont vraiment très très bons dedans, très, très gentils. Et on va également, Naomi Harris, qui est un autre protagoniste. Je ne vous raconte pas forcément comment elle arrive là, mais c'est un autre protagoniste de la série. D'accord. Voilà. Ok, bon, tu m'as intrigué quand même. Moi, c'est mon coup de cœur du mois, vraiment. Ouais. J'étais happé dedans et je ne l'ai pas fini, parce que la diffusion n'est pas terminée, il reste encore un épisode à diffuser. Il y a 6 épisodes, plus l'épisode de 12 heures qui fait au milieu, en fait. Wow. Ok, mais voilà, donc Third Day, c'est un truc si vous aimez les séries un peu horrifiques, un peu fantastiques, un peu malaisantes, vous allez kiffer. Et Jude Law est excellent dedans. Voilà. Bah, ça, on n'en doute pas. Ok, bon. Alors, du coup, l'autre série, beaucoup plus courte et beaucoup plus raisonnable en termes de durée. Mais c'est aussi un autre style. Là, ça s'appelle Ted Lasso. Vous avez certainement entendu parler parce que, en fait, elle est sortie fin août et elle est dispo sur Apple TV. C'est une série qui est un peu une sitcom, mais sans être une vraie comédie. Enfin, pas une sitcom, une comédie, pardon. Ouais. Sans vraiment être une grosse comédie qui fait vraiment rire. C'est plutôt une dramédie. Enfin, le sujet est léger, mais on peut pas dire qu'on soit tout le temps mort de rire. C'est plus sourire, en fait. Oui, et c'est une série qui donne la pêche. Je trouve énormément la pêche. Très, ouais. Alors, fort là-dessus. Ouais, tu trouvais aussi. Elle est créée par Bill Lawrence. Bill Lawrence, c'est celui à qui on doit Spin City et Scrubs.
C'est un peu dans le même esprit, c'est-à-dire qu'il va prendre un lieu de travail, un endroit, et le décortiquer et le moquer, on peut dire ça comme ça, et s'en amuser. C'est un peu le principe. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Ted Lasso, c'est un Américain qui va débarquer en Angleterre pour s'occuper d'une équipe de foot. Alors, si vous connaissez un petit peu les États-Unis et l'Angleterre, vous savez que le football, c'est pas la même chose dans les deux pays. Et donc, il va débarquer en Angleterre pour s'occuper de football, donc de soccer. Et en fait, il n'y connaît absolument rien. Alors, comment ça se fait? C'est parce qu'en fait, il est recruté par l'ex-femme de l'entraîneur de ce club, de ligue, le proprio, c'est Première Ligue, la Première Ligue, voilà, qui veut se venger de son ex et qui du coup décide de recruter le pire entraîneur possible pour le faire bien. Et donc, elle fait venir cet Américain qui connaît même pas les règles du soccer. Donc, il est accueilli en Angleterre. Vous imaginez même pas la façon dont il est accueilli, tellement les gens ne le veulent pas de lui. Surtout que la presse anglaise, au niveau football, ils sont méchants. La presse, ouais. Alors là, moi, je découvre ça, les coulisses de ce qu'est la presse. Les tabloïds des gens anglais, ils sont gratinés. Les tabloïds, les photos, les interviews presse, ils le descendent en flèche, ils sont ultra agressifs. Et en fait, c'est à la fois une comédie sur le sport, mais je pense qu'on peut regarder même si on n'aime pas le foot, en fait, même si on n'y connaît pas grand-chose. Ce qui est mon cas. Ça parle très peu de foot, au final. Ça parle pas de tactique ou poste, rien. Ça serait saoulant, en fait. Mais ça parle pas de ça. Ça parle d'équipe. Ça parle de relations humaines, ça parle d'intégration, ça parle de respect. C'est la méthode Ted Lasso, en fait. T'es pas obligé de connaître le sport, mais quand t'es entraîneur, forcément t'as le côté tactique, mais t'as aussi tout le côté gestion humaine et psychologie. Et Ted Lasso, c'est ce genre de coach, en fait. Exactement. Il va réussir vraiment créer un groupe. Comment tu crées un groupe, en fait? Ouais, parce que c'est pas gagné vu les énergumènes qu'il a dans son équipe. Ils sont aussi très très gratiné avec des égos surdimensionnés. Il n'est pas aidé, on va dire qu'il n'est pas aidé dans sa tâche. Puis voilà, comme il n'est pas bien accueilli, il n'est pas forcément écouté. Et en fait, c'est assez génial de voir ce mec qui débarque comme s'il était sur une autre planète, avec des idées et une façon de faire totalement différente, et qui arrive à faire passer ses idées même si les gens ne le reçoivent pas très bien. C'est incroyable. C'est même au-delà des idées. C'est quelqu'un qui a une personnalité qui n'existe peut-être pas. En vrai, j'ai l'impression. J'aimerais bien qu'il y ait plus de gens comme lui. C'est quelqu'un qui n'a pas une once de malice ou de sarcasme en lui, en fait. Il est gentil, affable, mais tout le temps au premier degré, en fait. Pas gentil débile. Gentil. Il est juste gentil, en fait. C'est quelqu'un bienveillant. Et c'est quelqu'un, quand tu lui parles, il t'écoute, en fait. Ça m'a marqué dans le premier épisode. Quelqu'un lui dit un truc et il s'arrête, il l'écoute. Et c'est un truc que tu vois pas dans les séries ou même dans la vraie vie, en fait. Quelqu'un qui écoute les autres comme ça. Mais lui, il est comme ça, en fait. Le pauvre assistant qui est trop content parce qu'il a retenu son nom et qu'il lui a posé une question, c'est incroyable. C'est la base. Mais vraiment, c'est... Ouais, c'est une petite comédie sans prétention et qui, en fait, apporte beaucoup. Parce que moi, je trouve qu'elle donne la pêche, elle donne le sourire. Énormément. Sur le premier épisode, on est là, on se dit, ça va être marrant parce que c'est le choc des cultures entre deux pays, il y a des blagues. Il est un peu raté, je trouve. C'est pas... Parce qu'il y a... après, les exercices de l'épisode, c'est toujours compliqué parce qu'il faut à la fois que tu présentes l'univers, tu présentes les personnages et tu lances toutes les intrigues. C'est trop caricatural, en fait, sur le pilote. Mais en fait, c'est vraiment une série feel good et on a tellement de séries qui sont cyniques et noires et... pas forcément dans la bienveillance. Là, c'est que les relations humaines, c'est la chaleur humaine, en fait. Donc on s'en fiche si on n'aime pas le foot, en fait. Ça change rien. C'est vraiment sympa à regarder. Donc, par contre, c'est sur Apple TV. Il y a 10 épisodes et il y aura une saison 2 mi-2021. On comprend ce qu'on veut dans la date. Saison 2 et même saison 3, je crois, déjà. Ah, peut-être. Je crois m'avoir semblé déjà une annonce pour la saison 3. Tellement ils sont confiants. Franchement, c'est une super série. C'est vraiment, vraiment super bien. Et j'ai pas dit le nom de l'acteur parce que je l'avais pas retenu. Il s'appelle Jason Sudeikis et il est très, très bon. Ouais, ancien du Saturday Night Live. Il a fait... parce qu'en fait, j'ai pas dit ça. C'est qu'en fait, à la base, c'était un sketch. Oui, c'est un sketch. La série, il avait créé un sketch en 2013 pour la NFS.
Donc, comment ça s'appelle? NBC Sport, c'est la NFL. NFL. Ouais, football vous voyez, je connais vraiment rien. NFL, et en fait, voilà, dans laquelle il jouait un mec qui connaissait rien au foot, et c'est à la base de ce sketch, ils ont développé une série 7 ans plus tard, et je trouve ça absolument génial. Donc, je vous conseille vraiment, si vous prenez le mois gratuit Apple TV, regardez Ted Lasso, ça sera une bonne idée. Ok, bah ça c'était nos recos rapides. Bon, on n'a pas été rapide. Oui, on s'est intéressé sur ce qu'il fallait, il y a plein de choses à voir. Bon, alors. Et on va tout de suite passer à la série du mois. Le Zoom, c'est Hill House saison 2. Hill House, Bly Manor. Bly Manor, The Haunting of Bly Manor. The Haunting of Bly Manor. Eh bien oui, parce que c'est une saison 2, mais pas vraiment en fait. Puisque... Elle est même pas en saison 2 sur Netflix, c'est carrément une autre série. C'est ouais, ils l'ont désolidarisé de ça, parce qu'en fait c'est la même équipe, c'est la même idée, c'est-à-dire une série fantastique / horrifique, mais pas du tout la même ambiance, pas du tout la même série. Absolument pas. C'est en fait une série anthologique, en fait, un peu. On a un peu le principe American Horror Story avec ses déclinaisons. Oui. On peut le rapprocher de ça dans le sens où c'est la même ambiance. Non, c'est pas la même ambiance, c'est la même façon de faire. Certains acteurs qui sont dans les deux saisons, mais c'est quand même totalement différent dans l'ambiance. Ah, complètement à l'opposé. C'est d'ailleurs assez perturbant, je l'ai trouvé au début, parce que je m'attendais à avoir un truc plus dans Hill House. Et en fait, c'est ce qu'il faut savoir avant de commencer, c'est que c'est pas pareil. Voilà. Je pense que c'est le prérequis. Ouais, c'est très perturbant. C'est pour ça qu'on vous en parle, parce qu'en fait, peut-être vous avez hésité, vous l'avez gardé pour faire ça vers Halloween, etc. Vous hésitez, mais vraiment, c'est une autre série, donc ne pensez pas que c'est pareil, parce que c'est pas du tout pareil. Non. Après, vous pouvez rentrer dans la série assez facilement, mais il faut pas se dire que vous aurez la même sensation, parce que ça, c'est vraiment une expérience totalement différente. En fait, ça raconte quoi? Ça commence en 2017, lors la veille d'un mariage, et il y a une des invitées du mariage qui se met à raconter une histoire aux convives. Et cette histoire, c'est l'histoire de Bly Manor. Et donc, on va suivre cette histoire avec la voix off de la conteuse, qui est jouée par Carla Gugino, qui était dans la première saison. Ouais, c'est la meilleure. Et donc là, retour en 1987. Et on va suivre une jeune femme qui s'appelle Dani, qui passe un entretien d'embauche pour être jeune fille au père ou nounou, auprès d'un homme assez mystérieux qui s'appelle Henry Wingrave, qui est joué par Henry Thomas, qui était aussi dans la saison, et qui en fait lui raconte qu'il est l'oncle de 2 enfants orphelins. Il faut le dire de toute façon. Oui. Et donc il est à la recherche d'une dame pour s'occuper d'eux à plein temps, parce qu'ils ne sont pas à l'école non plus. Et donc il faut aller dans la campagne anglaise, dans un magnifique manoir pour s'en occuper, mais que la condition c'est qu'il ne faut jamais l'appeler à part en cas d'urgence, parce qu'il est trop occupé. Ouais. Enfin, je sais pas ce qu'il fait, c'est un businessman. Non, c'est un avocat. C'est un avocat, ouais. Avocat, oui, parce qu'il y a l'histoire du stage. Et bref, voilà. Donc c'est un peu bizarre. La jeune femme se lance dans l'aventure, elle lâche tout et puis elle part à la campagne rencontrer ses enfants. Qui sont tout mignons, qui vivent dans une grande maison avec un grand jardin, et il y a déjà une espèce de gouvernante qui s'occupe de la maison. Il y a un cuisinier, enfin il y a pas mal de monde. La jardinière. Il y a la jardinière, il y a du monde autour, et donc ça va être l'histoire de cette arrivée dans le manoir. Vous doutez bien que si ça s'appelle The Haunting of Hill House, il va pas des choses qui vont se passer. Oui. Et j'ai oublié de dire qu'elle était américaine aussi, parce que oui, elle a traversé l'Atlantique. Elle a traversé l'Atlantique quand même, mais on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Non. Ce qu'on voudrait savoir aussi. Et donc elle se retrouve en pleine campagne anglaise. C'est le choc. Là aussi, c'est une américaine qui va dans un pays qui est éloigné, et voilà. Et donc on part sur quelque chose d'assez doux, d'assez gentil, avec un petit peu un soupçon d'intrigue. On se dit tiens, c'est bizarre. On peut dire que les gamins sont quand même assez bizarres. Ils sont mignons bizarres. Ils sont mignons bizarres, mais ils parlent comme des adultes. Ouais. Très, très perturbants. Très perturbants. Ils ont des... Et bon, là, on commence à se dire que... Et puis la nuit arrive, et puis voilà, la nuit arrive. Et ça commence à faire... Alors,
à faire un peu peur, non, à déranger. C'est pas vraiment de la peur ni de l'horreur. On n'est pas du tout dans cette... Et ça, c'est le premier truc qui diffère de la saison 1. Vraiment. Rappelez la saison 1, la dame au cou tordu et tout ça, c'était super flippant. C'était cool, ça. Il y avait en saison 1, il y avait vachement de jumpscares, il y avait des plans où on voyait vraiment des trucs décomposés, etc. Là, c'est pas du tout le cas. On est dans la douceur, on est dans la... Il y a des balades nocturnes, il y a des petits sursauts, il y a des petits frissons, mais on n'est pas du tout dans l'horreur, on n'est pas sur des créatures qui font peur, on n'est pas sur du dégoût. Il n'y a pas... Pour l'instant, il n'y a pas de trucs dégoulinants, il n'y a pas de sang, etc. Il n'y a pas de gore non plus. En fait, c'est plus sur le ressenti et sur les sentiments refoulés. Ouais, sur tous les traumas de chacun. Les traumas, oui. C'est ça, en fait. Voilà. C'est les traumas de chacun. C'est le truc qu'on dit souvent dans l'histoire de fantômes. Les vrais fantômes, c'est ceux qu'on porte en nous, et finalement, c'est tout le bagage émotionnel qu'on traîne avec nous qui sont nos propres fantômes. Voilà. Là, c'est vraiment encore plus ça. C'était déjà un peu le cas dans la saison 1, mais là, c'est encore plus le cas dans la saison 2. Rien que l'affiche, vous témoigne des traumas du personnage et de... Voilà, mais sinon, vous voyez, le manoir ressemble à ça, qui peut être soit magnifique, soit effrayant de nuit avec des statues bizarres dans le jardin. Les grands trucs comme ça dans le noir, c'est flippant quand même. C'est voilà. Oui, mais la saison était autour des traumas parce que on voyait comment... C'est complètement différent. C'est complètement différent, oui. Parce qu'en fait, c'est la famille se retrouvait autour d'un trauma et se reconstruisait ou pas, ou se déchirait autour d'un trauma. Là, les gamins, ils sont abandonnés, laissés pour compte. Ils ont eu un trauma, plusieurs même, parce qu'il y en a eu d'autres d'ailleurs. Et du coup, ils sont juste bizarres. Et en fait, on se demande s'ils sont bizarres parce que ils sont très affectés par ce qui leur est arrivé. Ouais. Ça s'explique en fait. Ils ont des comportements atypiques. Mais bon, on se dit bien que des gamins qui ont perdu des gens dans des circonstances dont on ne connaît pas trop la teneur d'ailleurs, vont avoir des réactions bizarres. Mais au bout d'un moment, quand on accumule des choses un peu bizarres, on sent qu'il n'y a pas que ça en fait. Non, il y a forcément une composition un peu horrifique, mais j'ai préféré un peu la saison 1, dans le sens où la saison 1, justement, il y a le côté familial. Il y avait plus de liens entre les intrigues. Évidemment, il y avait un trauma central. Mais il y avait plusieurs intrigues qui sont reliées. Du coup, tout était relié au élément central. Là, j'ai trouvé que c'est aussi un point fort parce que chaque personnage est développé. Chaque personnage a son trauma et chacun va être développé. On va en apprendre beaucoup plus sur lui. Mais je trouve que pris indépendamment, c'est intéressant. Mais ça manque de lien, je trouve, entre les histoires de chacun. En fait, le lien, c'est le manoir. C'est dans l'autre sens. Bah ouais, mais du coup, par rapport à la saison 1, tu vois, tu veux savoir, lui, il a un trauma parce que finalement, c'est lié à un machin. Et quand tu apprends tel élément de l'intrigue, ça te révèle telle autre chose de telle personne. Si. Bah peut-être plus tard, mais au bout de 5 épisodes, j'ai trouvé que c'était long. Oui, alors, là, on est d'accord. C'est long. C'était long. C'est long. Alors, il y a 9 épisodes. Et c'est... déjà, le premier épisode, c'est juste la découverte, etc. On commence à vraiment entrevoir les choses qui font trembler, qui font frémir, quoi. Épisode 3, 4. 3. Ouais, 3. C'est le 3, je crois. Et après, il y a une bascule sur l'épisode 5. Bien sûr, parce que c'est toujours le même principe. Hein. La série Netflix, elle est comme ça. Sauf que ça monte là, et là, il y a un truc qui se passe à l'épisode 5. Ouais, c'est la moitié à chaque fois. Genre, cet épisode est, je trouve, drôlement bien réalisé. Vachement... C'est bien, on le savait qu'il réalisait bien. On rappelle l'épisode plan séquence de la saison 1 qui était dingo. Oui, il n'y a pas de plan séquence là pour l'instant. Il n'y en a pas. Il est bien, mais j'ai trouvé ça un peu confus, mais j'ai pas tout compris. T'as pas compris ? Il y a des choses... Si, à la fin, je comprends ça. Compris. En fait, tu comprends à la fin. Je comprends à la fin, mais encore une fois, c'est au bout de 5 épisodes, on en arrive seulement là. Oui. On s'est tapé beaucoup de monologues et beaucoup de blabla avant pour finalement... C'est ça. Alors en fait, vous allez avoir... ça dépend comment on aborde la série. C'est pour ça, elle fait surpris. Il y a des trucs qui sont hyper bien, mais quand tu fais l'ensemble en fait de la série, j'ai trouvé que finalement c'était un peu ennuyeux parfois. Même si ça m'a donné envie de tout voir en fait. Je suis un peu partagé là-dessus. Moi, je veux tout voir. Je trouve qu'il y a des moments longs, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monologues. Ah oui. Mais l'ensemble, moi, je trouve, fonctionne bien parce que... Alors, on est vachement en huis clos, contrairement à la saison précédente. C'est un huis clos dans ce manoir, et le manoir en lui-même est un personnage hyper important parce qu'il a tout, il rassemble toutes les intrigues. Quand je vois comment ils arrivent à faire l'épisode 5 avec cette construction absolument incroyable,
où on comprend tout à la fin de l'épisode, et en plus, je sais qu'à la fin de la série, on va comprendre l'ensemble. D'accord. J'apprécie le fait qu'on passe, voilà, il y a un épisode charnière qui va être explicatif et qui va nous faire basculer dans ce qu'on attendait, ce qu'on pressentait. Voilà, j'attends de voir comment ils vont passer du 5 au 9, mais je sais que le 9, je ne serai pas déçue, donc j'attends de voir j'ai pas eu le temps de finir. Je pense qu'il y a des choses donc c'est super vraiment intéressantes. une série vraiment à voir jusqu'au bout pour comprendre en fait tout. Faut pas lâcher l'affaire. Alors là, si tu arrives au 5, il faut pas lâcher. Ouais, c'est ça. Là c'est, enfin, sauf si vraiment au bout du deuxième vous en pouvez plus, vous dites, faut pas se forcer non plus. Je veux dire, le deuxième est court, mais il y en a je crois que c'est le 4 ou le 3 qui est long. En fait, il y a des trucs. Il y a beaucoup de flashbacks et puis il y a d'autres personnages qui se rajoutent. C'est intéressant aussi ce qui s'est passé. Enfin, c'est ça en fait, c'est que pris indépendamment, c'est vachement intéressant. Ouais. Mais finalement, je trouve que ça manque de liant. Après, c'est une histoire différente. La saison a vraiment un liant ensemble en fait. Oui. Et là, après, il faut présenter tout le monde et tout, et tu sens qu'après ça va avancer, mais c'est pas 5 épisodes quand même à présenter tout le monde. Mais oui. Mais voilà. Et puis je trouve que le casting est vraiment énorme. Ils ont les personnages, l'actrice qui jouait Nell dans la saison 1, comment ça s'appelle? Je peux même plus faire poser ma tablette. Moi, je suis partie dans la discussion, je vais poser ma tablette. Victoria Pedretti qui est incroyable. Il y a Oliver Jackson Cohen qui jouait son frère jumeau dans la 1, qui joue un personnage charnière là aussi. Il est complètement différent. Les enfants sont... voilà. Alors regardez, non, je vais vous montrer plus celle-là. Alors, ça c'est la petite fille Flora. Meilleure actrice de tous les temps, je pense, au niveau gamine. J'ai lu que c'était la voix anglaise de Peppa Pig. Alors, oh mon Dieu! Faites ce que vous voulez avec ça. Je vous donne ça à manger. Ah, mais elle a pas dit les phrases j'aime sauter dans la boue, tout ça. Donc... c'est la voix de Peppa Pig. Ouais, elle a une expérience quand même en acting avant. Voilà, elle est vraiment... Alors, elle passe de ça, petite fille modèle, à ce genre de plan séquence. J'aime bien aimer cette scène. Superbe scène. Superbe scène. Voilà, il y a son frère aussi. Son frère est excellent. Oh mon Dieu, comment ils ont fait pour trouver un gamin comme ça? Je savais pas que ça existait des gosses qui jouent aussi bien que ça. Incroyable. En fait. Incroyable. Et nouvel ajout pour la saison 2. Aïe, je l'adore. Elle est bien, là. Tiana Miller, je sais pas si j'ai bien dit son nom. Elle était dans Years and Years, elle était au top. Elle est excellente, j'adore son personnage en plus. Oui. J'adore son personnage. La femme est géniale, le personnage est génial, l'histoire est géniale, voilà, c'est... Ouais. Et on nous dit dans la chatroom, les 2 derniers épisodes sont fabuleux. Donc, tant mieux. Non, c'est vendu, je te jure, on va pas être déçus parce que... Voilà, vous aurez pas peur, vous aurez pas les trucs de la dame qui... Le coup qui j'aime beaucoup. Toi t'aimais, mais il y a autre chose. Et puis... Là, avec son chapeau melon, là, c'est quand même différent. C'est une ambiance gothique, moi j'adore ça. J'adore les trucs gothiques, c'est top. Ça, c'est cool. Effectivement. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ah oui, c'est une adaptation du livre d'Henry James, La Tour d'écrou, Nouvelle Fantastique. Ouais. C'est comme la saison 1 en fait, c'est encore. Oui, tu l'as lu toi ou pas? Oui, je l'ai lu il y a longtemps. C'est en fait, le principe c'est que dans le livre, c'est je crois que c'est une bonne qui raconte l'histoire. Enfin, il y a quelqu'un qui raconte, il y a la narratrice, il y a toujours, c'est le même principe. Ça, j'ai pas trop aimé ça. J'avoue que tu vois que c'est un truc transposé d'un roman où t'as quelqu'un qui te raconte l'histoire en fait. Et des fois, c'est un peu lourdingue. Le monologue. Alors oui, Machine, elle faisait ça là, ce jour-là. Elle parle pas trop, je trouve quand même. Je trouvais qu'on l'entend. J'aime pas trop ce genre de truc. Bah ouais, mais c'est voilà. Bon, bref, on vous conseille vraiment. Ouais, ça se regarde bien quand même. Dans votre tête, dites-vous, c'est pas la même série, c'est une autre ambiance et c'est une super ambiance. C'est vraiment différent. C'est qu'au départ, c'est surprenant. C'est pas une série d'horreur, c'est pas une série horrifique, c'est plus fantastique, gothique. J'ai trouvé justement que The Third Day, par exemple, était beaucoup plus flippant, beaucoup plus angoissant que le Bly Manor. Après, si vous voulez du gore et des trucs, il faut regarder Lovecraft. Hein. Ah oui, effectivement. Ou si vraiment vous voulez flipper et être dégoûté avec des trucs qui dégoulinent et du sang, machin, il faut regarder Ratchet, par exemple. Mais c'est pas pareil. Non, mais c'est plus centré sur les personnages et c'est différent, mais c'est intéressant. C'est quand même intéressant. On vous conseille donc The Haunting of Bly Manor, c'est donc sur Netflix, 9 épisodes à voir quand il pleut et on se met devant la fenêtre et on a l'air effrayé et perdu dans les pensées. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Ça, c'est notre tête quand on regarde la série.
Et bien voilà, donc notre émission touche à sa fin. On vous donne rendez-vous bientôt. Soon. Voilà. Peut-être que quand on fera un prochain épisode de la saison série américaine aura repris. Peut-être. Oui. Peut-être, ou peut-être pas du tout. Peut-être pas, c'est impossible de prévoir ce qui va se passer. On sait pas, non, on sait pas, on verra 2020, bon, c'est compliqué. En tout cas, pardon, oh là là, aujourd'hui c'est l'épisode fatigue. En tout cas, on est ravis d'avoir fait passer ce moment en série avec vous. Bon courage pour ceux qui sont coincés à la maison, mais regardez. On vous a donné plein de choses. Voilà, pour si vous avez effectivement les vidéos en couvre-feu. Mais vous pouvez. Il y a plein de séries à regarder. Voilà, il y a plein de séries à regarder. Mais il y a plein de séries à regarder. À quoi ça sert d'avoir une vie sociale? Bon, rien. Non, c'est très surfait. Un café, une série, on est parti. Puis maintenant, vous pouvez regarder les séries avec vos amis sur Internet et tout ça. Il y a plein. Avec Twitch et tout. Avec Twitch et tout. Mais ouais. Donc voilà. Pour la soirée Twitch entre amis. Soirée Twitch, c'est parfait. Très bonne idée. Si vous voulez continuer à parler, donc c'est sur Twitter, Season 1, Browncoat 84 et les anciens numéros sur la chaîne YouTube Café Série. Pour avoir plein de recos pour vous occuper pendant vos longues soirées chez vous à la maison. Voilà. Donc on vous dit à très très vite et merci à tous. Bye bye. Bye bye.